Ramdadadadam. Ramdam. Nous sommes toujours sur Ramdam au Salon de la BD 2019, le 12e Salon international de la BD organisé par l'association Valambule. Nous sommes toujours avec Jérémy Oui. et avec Pierre Allary. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors là, Antoine, c'est un énorme plaisir de recevoir Pierre Allary. Ah ouais. C'est un dessinateur que je suis depuis plusieurs années, que je lis toujours avec un plaisir sans limite. Donc Pierre, tu as produit des albums. Alors dans mes souvenirs, moi, je me souviens, j'ai lu un Moby Dick, Ouais. toi, j'ai lu Silas Corée. Oui, tout à Ouais. fait, ouais. Là dernièrement, tu as fait un Conan. Oui. Ouais, et j'ai surtout, alors moi dans un coin de mon cœur, j'ai deux BD qui sont des adaptations des romans de Sorge Chalandon. Alors Sorge Chalandon, pour ceux qui... Alors, On pourrait faire une émission entière. voilà, on est d'accord. Sorge Chalandon, c'est vraiment une pointure de la littérature, un gars qui a eu un tas de prix littéraires vraiment prestigieux, dont un roman de l'Académie française qui avait écrit donc Mon traître et Retour à Killybegs, que tu as adapté en bande dessinée. Tout à fait. Ouais. J'ai vu dans la préface comment ça s'est passé, c'est incroyable. Tu peux dire comment ça s'est fait, nous rencontrer Sorge Chalandon, et puis Très simplement, justement, c'était un peu le plaisir. C'est un coup de cœur vraiment de lecture avant tout. J'ai commencé à lire Chalandon avec Mon traître, et voilà. Puis en cours de lecture, je me suis dit mais ça c'est un truc, voilà, je veux récupérer ses mots, je veux récupérer son écriture, et je veux changer juste de média. Et de fait, avant même de terminer l'album, j'avais déjà ma structure, je savais les arrangements que j'allais faire. Enfin voilà, j'avais plus qu'à avoir l'accord de l'auteur. Et j'ai eu la chance. Ce qui est souvent le plus compliqué. Souvent le plus compliqué, même pas d'avoir l'accord, mais d'avoir le contact. Et moi, heureusement, je connaissais des gens qui travaillaient avec lui, donc qui m'ont filé son téléphone et son mail, donc j'ai pu lui envoyer un mail directement. Et tout de suite, il m'a donné rendez-vous chez Grasset, donc son éditeur. Et comme il le dit dans la préface, parce que j'ai aussi appris des choses en lisant cette préface, et c'est vrai que ça s'est fait en 5 minutes, quoi. D'ailleurs, d'abord il est lecteur de BD, donc il n'a pas peur de la bande dessinée, contrairement à beaucoup d'auteurs qui, voilà, c'est pas du tout le même milieu. Donc il sait ce que ça peut donner. Il avait fait ses devoirs aussi, bien sûr, puisqu'il avait ramené mes bouquins, il avait tout lu. Enfin voilà, il savait à peu près vers quoi ça allait aller graphiquement. Et après, confiance totale, comme il le dit, quoi. Il m'a dit tout de suite, il m'a dit écoute, je ne fais rien, c'est ton livre. Et je te donne mon livre, en fait, je te donne ma vie en gros, et fais-en ton histoire. Donc c'est quand même le truc. Là c'est la position rêvée. Puis quand on voit la vie du gars en plus, on se dit, voilà, il y a un peu de tension quand même. Et puis évidemment, moi l'envie, c'était aussi de rencontrer le personnage, parce que au-delà d'être un superbe écrivain, c'est avant tout un grand reporter. Enfin, le mec, il a quand même 40 ans de métier, 30 ans de Libé, 10 ans de Canard enchaîné, donc en plus, ça me parle. Je me dis, on doit être d'accord. Et voilà, et le gars, il a tout couvert, quoi. Il a fait le Liban, il a fait Mogadiscio, il a fait la Yougoslavie, il a fait l'Irlande du Nord, enfin... Voilà, donc gros sac de cailloux sur le dos et énormément d'histoires et de choses à raconter. Et je m'étais dit, un type qui a vécu ça et qui écrit comme ça, je pense que ça doit être un humain magnifique, quoi, parce que c'est pas possible, quoi. Et là, effectivement, c'est ce qui transparaît dans son œuvre. Donc, quand on parle d'Irlande du Nord, donc Mon traître et Retour à Killybegs, ça se passe autour justement de l'Irlande du Nord, d'une trahison d'un membre de l'IRA. Comment on s'empare d'une œuvre comme ça pour dire tiens, je vais la découper dans tous les sens, et puis la découper dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est la retourner, la triturer pour pouvoir en extraire vraiment la sève. L'idée, c'était surtout, alors, sans faire de jeu de mots, mais de ne pas trahir le récit et de garder surtout l'émotion. C'était vraiment, il fallait que je garde cette émotion. Donc j'ai gardé les mots de Sorge, c'est-à-dire que je voulais surtout pas le réécrire, puisque ce qui m'avait donné envie de l'adapter, c'était son écriture. Donc il était hors de question que je me réécrive le bouquin. Par contre, j'ai taillé dans le texte, évidemment, et surtout trouver un rythme qui convienne à la BD et au lecteur de BD, qui n'est pas du tout le même lecteur qu'un lecteur de roman. Donc il y avait des chapitres, des aménagements de chapitres, beaucoup de choses que j'ai enlevées. Et dans la structure, terminer par un chapitre qui n'est pas le même que dans le bouquin, enfin des choses comme ça, des réaménagements de rythme, et puis moi de
de logique par rapport à mes choix. C'est-à-dire que j'avais pris un point de vue, il fallait que je le tienne. Donc pour ça, il fallait que je fasse sauter des situations qui pourtant je trouvais juste hallucinantes dans le bouquin, mais que je ne pouvais pas garder. Et pour finir, voilà, clore mon truc, avoir un arc qui se termine comme je termine la BD, c'est-à-dire un peu différemment que dans le bouquin. Et de fait, à la base, je voulais pas adapter, je voulais faire que mon traître. Et puis, en parlant avec Sorge, évidemment, pour lui, les deux bouquins sont indissociables. Oui. Donc, comme j'étais encore un peu dans le feu de l'action, je me suis dit, allez, j'attaque sur le deuxième. Parce que sinon, je pense qu'un truc comme ça, je ne reviendrai pas dessus dans 10 ans. Quoi. Ouais, et puis après, c'est le meilleur moyen pour le regretter dans quelques années, Exactement. de dire bon sang, pourquoi j'ai pas continué dans mon élan. Voilà. Là, ouais. Et puis, j'étais tellement hors de ma zone de confort que oui, voilà, c'était maintenant ou jamais. Quoi. Et puis avec Sorge derrière, de toute façon, voilà, j'étais quand même porté sur le truc. Et ça s'est non seulement bien passé, et je suis content parce que les gens qui ont lu le bouquin, qui avaient lu le roman, ont aimé la BD, enfin, n'ont pas été déçus, ont retrouvé la même sensation, la même émotion. Donc je me suis dit, c'est bien, ça veut dire que c'était pas vraiment un hasard. Enfin, ça me parlait tellement qu'il y avait une logique, quoi, et heureusement, parce que sinon j'allais dans le mur, et là je passais vraiment pour un... Alors ben là, en tout cas, je trouve justement que Sorge a dû aussi percevoir que ton trait, ta façon de dessiner devait vraiment correspondre à ce qu'il voulait raconter, parce que tu as un trait fort élégant qui ressemble assez... On pourrait au premier coup d'œil se dire tiens, c'est réaliste, mais en même temps tu as des partis pris pour tordre par exemple l'anatomie des personnages, pour allonger les visages, pour ne pas fermer toujours les traits que tu fais. Il y a un énorme travail sur la couleur, alors ça c'est aussi quelque chose de bluffant et qui donne des captations de lumière, des ambiances. Tout ça, je pense que Sorge ou d'autres courent après ce genre de choses en disant bon là je vais être bien servi avec un dessinateur comme ça. Alors ton parti pris sur ton dessin, c'est quoi? Tu utilises quelle technique? Ben là, tout a été fait à la tablette, à la Cintiq, et par contre je voulais essayer d'être plus réaliste que d'habitude, mais bon, c'est toujours très dur de tordre ses réflexes. Et donc là j'ai travaillé énormément, beaucoup de docs, photos pour m'aider, parce que voilà, il fallait, et puis des poses, vraiment tout est raide, enfin raidir mon dessin absolument, pour avoir un style qui convienne un peu plus à ce genre de récit. Je pense que si j'avais traité ça avec mon dessin plus semi-réaliste, ça aurait été peut-être ça aurait un peu décrédibilisé toute cette histoire. Et donc il fallait vraiment que j'essaie de rester très stiff avec mon dessin très, très raide, et en même temps de faire une mise en scène très sobre, c'est-à-dire vraiment pas de plongée, de contre-plongée, de tout ce que j'aime bien faire d'habitude. Là il fallait vraiment rester à hauteur d'homme, comme ces personnages, quoi. Ils se regardent toujours dans les yeux, il y a beaucoup de regards, beaucoup de... Voilà, ils sont toujours assis, ils sont toujours face à face, et il fallait vraiment que je reste à la hauteur de leurs épaules et de leur visage, quoi. Donc c'était le travail en même temps, c'est un travail de mise en scène, c'est ce qui est intéressant aussi dans ce métier. Donc il fallait que je m'adapte au récit avec ça, quoi. Oui, effectivement, maintenant que tu le présentes comme ça, ça me saute aux yeux. Parce que honnêtement, je me suis pas fait chier, mais c'est le genre de truc que je déteste dessiner, quoi. Oui. En soi, c'est quand même des scènes du quotidien, tout ce que j'essaie d'éviter depuis des années. J'ai jamais travaillé le contemporain parce que ça m'intéresse pas. Et là, c'est des gars assis qui parlent pas, il n'y a pas d'action, ça bouge pas. Oui, alors que habituellement, par exemple, sur des choses qu'on peut voir sur l'expo que tu as dans le salon, Simbad qui a une vision, enfin les scènes sont très élastiques, ça part dans tous les sens. Moi, je suis plutôt dans le genre BD populaire, les trucs d'aventure comme ça virevolte, ça, je m'amuse bien, voilà. Mais là, évidemment, c'était complètement l'opposé. Et il fallait surtout pas, fallait vraiment que je reste dans ma ligne, dans ta ligne, pour bien raidir justement les situations. Et donc, tiens, en parlant de cette expo, ça fait quoi d'avoir une expo quand on arrive sur un salon? C'est marrant. C'est étonnant parce autant je pense qu'il y a des auteurs qui multiplient les prix, les récompenses et tout ça, donc il y a une espèce de régularité dans les expos, dans les machins, alors que moi, au contraire, je suis complètement à côté de tout ça. Donc ça me fait toujours bizarre de me dire tiens, un jour qu'un salon m'appelle et puis me dit on va exposer quelques planches, ça nous ferait plaisir. Et moi aussi évidemment, ça leur permet aussi de sortir un petit peu des cartons. Oui. Et puis oui, c'est à côté gratifiant, bien sûr, c'est excitant, quoi. C'est vrai que c'est plaisant pour le lecteur d'arriver et puis
de voir vraiment les coulisses de Après, ce qu'on tout aimerait qui- bien, c'est quand on voit ça, c'est qu'on a envie d'expliquer. Ah oui. De ne pas laisser les gens tout seuls devant et de leur dire bon là c'est vrai que voilà là c'est pas complètement réussi, là il y a ça, je suis passé par là. C'est un peu l'intérêt aussi de rentrer vraiment dans le travail quoi. Mais déjà de les voir comme ça, non, c'est excitant, c'est grisant. Ça fait plaisir à entendre ça, justement, c'est toujours effectivement un plaisir. Alors, est-ce que tu as un projet en cours? Oui. Non, oui, alors ça va être. Bien quand même. Ouais, on a intérêt, avec notre métier, on a intérêt à enchaîner parce que sinon. Là, oui, je vais faire un truc avec Dargo, donc pour une première chez Dargo, et ça va être un Zorro. Un Zorro. Ouais. Ah d'accord. Ah, donc on revient à des choses comme Conan, Sinbad, des personnages comme ça qui font partie de la pop culture. C'est ça, c'est qu'après 300 pages d'Irlandais du Nord triste, voilà, Oui. je voulais retourner un petit peu à des trucs d'aventure virevoltante, avec où je puisse m'amuser un peu en dessin. Et j'avais envie de travailler sur une franchise, quelque chose qui est un peu excitant, qui rend l'aventure un peu plus excitante. Donc voilà, j'ai proposé le projet à Dargo et ça roule, quoi. On est en plein dedans. Ok, ça va être plaisant à voir. Ça, je suis curieux de voir ça. On va voir, c'est un genre de préquel, je traite un peu c'est Zorro, Okay. Zorro le mythe avant Zorro le personnage quoi. D'accord, avant même d'être flamboyant, d'être invincible et Ouais voilà, d'accord, ouais, comment les questions se posent autour de ça. exactement. Ouais. Alors on a donc Conan et son trait vraiment particulier effectivement qui colle à l'univers. On a Sinbad, maintenant on va voir Zorro. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça va pouvoir donner parce que connaissant ton talent, on va vraiment je sens que tu vas tordre le personnage, tu vas l'essorer, tu vas le triturer dans Je sais tous pas les trop, sens. on va voir. J'essaie de rester assez classique aussi pour pas que ce soit pas non plus une révolution complète. Mais on va voir, c'est plutôt marrant justement de jouer sur garder ce qu'on connaît de Zorro, changer peut-être un petit peu d'époque à quelques années près, enfin voilà, il y a pas mal de choses et mélanger un peu, essayer de mélanger, on verra plus tard, mais l'histoire de la grande histoire de l'Amérique avec le personnage de Zorro quoi. D'accord, et tu vas te baser sur plutôt ce qui a existé avec Disney, la Plutôt série les qu'on connaît, alors, ou plutôt les bandes dessinées qu'on... Plutôt les romans. Moi à la base je partais Oui. mais c'est pas une enfin en fait je vais juste récupérer comment dire les scènes clés, enfin ce qu'on connaît tous de Zorro, le gars qui revient d'Espagne, d'une école militaire, machin, qui veut récupérer son terrain. Voilà, après ça va s'arrêter, ça va s'arrêter là. Et le reste, ça sera plus un traitement de Zorro, je dis comme un mythe, quoi. Essayer de traiter d'abord l'emblème, Zorro l'emblème, quoi. Zorro Ouais, et puis le masque en fait. On ne sait pas encore qui est sous le masque, il y a un masque qui arrive et qui vient aider les gens. Ouais, qui se poste dans le sud des États-Unis. On est en Californie. Oui. Voilà, on n'est pas sous la conquête espagnole comme dans le roman. Le roman se passe dans les années 20, enfin 1820. J'ai un peu décalé ça dans les années 1848, à l'époque où justement la Californie n'est pas encore un État mais va le devenir. Et juste après la guerre gagnée contre le Mexique. Donc les Américains, entre guillemets, récupèrent leur territoire et le volent quelque part aussi aux Mexicains. Et puis c'est le début de la ruée vers l'or et tout ça, quoi. Donc on mélange un peu tout ça avec le personnage de Zorro. C'est prometteur tout ça, Antoine, t'entends? Effectivement, ouais, il y a beaucoup de choses à voir. Du coup, comment peut-on suivre les projets à venir? On peut pas. On peut pas. En fait, on attend. Il faut juste attendre. On fait comme moi. On attend que ça soit terminé. Donc les projets à venir merci Pierre Alary d'être venu. Tu as donc une exposition présente sur le salon de la BD. N'importe qui peut venir voir et observer Open bar. comment tu as pu travailler sur tes œuvres. Merci beaucoup d'être venu au micro. Merci de à Ramdam. vous. J'ai beaucoup parlé. Hein. Un grand merci. Ah non, mais c'est un plaisir. Moi, on pourrait faire une heure, comme on disait, hein, rien que sur Sorge Chalandon ou rien que sur Sinbad. Hein. Merci en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Bon salon de la BD et bon après-midi. Merci bien.